on va continuer notre discussion sur la transmission de savoir. Et là, dans la transition écologique, la légitimité des savoirs, dans la transition écologique, excusez-moi, je suis aussi en pleine digestion. Et du coup, on va cette fois-ci tourner vers une étude qui a été réalisée il y a 2 ans maintenant, donc à Mulhouse, que Anaëlle Eurlacher va nous présenter, qui est sur cette question de développer les comportements et développer l'éthique et les comportements pro-environnementaux. Donc, c'est un peu trouver aussi, questionner les méthodes qu'on peut utiliser aujourd'hui et puis aussi voir quand on les applique, qu'est-ce que ça donne comme résultat. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder à présenter donc Anaëlle pour cette présentation d'études et en te remerciant beaucoup d'être venu nous rejoindre de Metz, c'est ça? Oui. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Gillian de m'avoir conviée du coup à ce colloque où je vais vous présenter une étude que j'ai réalisée dans le cadre de mon mémoire il y a 2 ans quand j'étais en master agrégation et recherche en STAPS à Strasbourg. Et depuis, je suis devenue enseignante d'EPS et actuellement, j'enseigne à Metz dans un collège. Donc ce mémoire, il s'intitule Développer l'éthique et les comportements pro-environnementaux en EPS. J'ai réalisé une méthode mixte sur une recherche qui a été une étude interventionnelle sur 8 mois, que j'ai réalisée avec mes 2 directeurs de mémoire, Olivier Vors et Christophe Schnitzler, en compagnie de Gillian, ici présente, et où en fait on a analysé un programme éducatif qui a été créé par Marlène Bouillat. Donc, je vais vous présenter tout ça ici. Et je commence directement en vous mettant des photos de ce qui a pu être réalisé en fait dans ce programme éducatif, où ici on voit une jeune fille qui essaye de faire repousser une branche. On peut se poser une question, la question si est-ce que c'est une attitude qui est plutôt en faveur ou plutôt en défaveur de l'environnement. À côté de ça, on a des enfants de la même classe qui avaient un défi de monter le plus haut possible du coup sur un chemin, sur un sentier. Pareil, est-ce que c'est une attitude qui est plutôt en faveur ou c'est plutôt une attitude qui est en défaveur de l'environnement? Donc c'est ces petites questions, je vous laisse réfléchir, on essaiera d'y répondre peut-être à la fin de ma présentation. Pourquoi je me suis intéressée à tout ça? Parce qu'il y a énormément d'enjeux écologiques actuellement. Il faut savoir qu'on a déjà déplacé, déplacé 9 des limites planétaires qui ont été dépassées. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que notre Terre, en fait, c'est une chose qui est très minuscule, qui est très fragile, mais qu'on s'obstine à détruire parce qu'en fait, c'est l'homme continuellement qui est continuellement en train de détruire cela parce qu'on a une forme de domination de la nature depuis toujours, depuis le monothéisme, où en fait l'homme est un réel exploitant de la nature. Pourtant, on constate quand même que c'est une chose qui est minuscule et fragile et qu'en fait, on a des attitudes qui sont plus ou moins favorables dès l'enfance. En effet, il y a des enfants directement, on leur apprend à jeter les déchets dans la bonne poubelle ou tout simplement ne pas jeter son mouchoir par terre. Si je suis dans la nature, je vais le garder dans ma poche et dès que je vois une poubelle, je vais le jeter. Ou alors, on leur apprend à avoir une meilleure consommation d'eau quand je me brosse les dents. Du coup, j'essaye de ne pas faire couler l'eau quoi. Et ça, dès l'enfance, il y en a qui ont une petite éducation là-dessus, il y en a qui en ont pas forcément. Et donc du coup, c'est pour ça que à la fois on considère que c'est quelque chose de minuscule et de fragile, mais à la fois en fait on s'obstine à la détruire et on pense qu'elle résistera encore et toujours et qu'on aura toujours énormément de ressources. Donc en fait finalement, l'homme est à l'origine de cette crise environnementale, alors qu'en fait il est lui-même dépendant de la nature. Donc c'est vraiment un dilemme qui existe, et on peut même appeler ça un dilemme éthique. Et mon objectif dans ce mémoire, c'était d'essayer de prendre un recul critique pour m'interroger du coup sur ces attitudes environnementales qu'on peut développer du coup dès l'enfance. Et donc en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'une éthique environnementale? Et je me suis rendu compte qu'il en existait finalement trois. Tout d'abord, on a l'anthropocentrisme, qui est le fait de ne pas donner de valeur intrinsèque
à l'environnement. En fait, c'est tout simplement considérer que l'homme est supérieur à la nature. Et des auteurs disent même que l'homme est la forme de vie la plus importante. Et ça, on a ça avec un héritage qui est très ancien, où l'homme est un réel exploitant de la nature, et il exploite à ses propres fins dans un climat qui est totalement indifférent de la nature, où l'objectif serait vraiment d'utiliser la nature, les éléments naturels, comme des moyens, comme des objets pour les besoins humains. À l'inverse, on a le biocentrisme qui, lui, donne énormément de valeur à la nature et très, 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 très peu de valeur au niveau des humains. Et au centre de tout ça, on a l'écocentrisme qui donne de la valeur à l'interdépendance. Donc, c'est pas je donne de la valeur à mon oiseau, je donne de la valeur aux éléments naturels, à la flore, et je donne de la valeur euh, aux humains. C'est vraiment je donne de la valeur en fait à l'interdépendance entre la faune, la flore et les humains. Et donc, c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'écocentrisme dit que tous les éléments vivants de notre monde appartiennent à la communauté biotique. Et à l'intérieur de cette communauté biotique, nous sommes tous à égalité. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Et donc l'écocentrisme, c'est le fait de donner de la valeur à cette interdépendance, à cette égalité. Donc moi, en voyant ça, je me suis posé la question, ok, bah, pour faire développer chez les élèves une éthique environnementale, pour favoriser des comportements pro-environnementaux, bah, vers quelle éthique il faudrait se tourner? Donc ça, c'est la question que je vous pose. Vaut-il mieux se tourner vers l'anthropocentrisme? Vaut-il mieux se tourner vers l'écocentrisme? Ou vaut-il mieux se tourner vers le biocentrisme pour ensuite euh, conduire les élèves à développer des comportements? Donc avec ça, on peut se poser la question, bah, en fonction de si je me positionne dans telle éthique, bah, quel comportement je vais pouvoir développer? Et ben en fait, on a vu que si je me positionne dans l'éthique anthropocentrique, pardon, bah, je vais plutôt avoir une attitude de coupure avec l'environnement. C'est-à-dire que je vais être très absorbée par les problèmes humains et je vais complètement négliger les problèmes de la nature. Si on prend l'étude de Breimer et Gray, qui ont fait une étude sur des vététistes, ben en fait, ils ont remarqué que la plupart des vététistes, ils craignaient la nature et que leur objectif, c'était de la dominer. Pour eux, la nature, c'est un adversaire, digne d'être combattu et d'être conquis. Et donc, du coup, bah, certains sports de plein air, du coup, peuvent réellement être en fait un moyen de dompter l'environnement. Donc, avec cette attitude de coupure, on arrive en fait finalement à des comportements de négligence de l'environnement naturel. Et quand on néglige l'environnement naturel, finalement, en fait, on arrive à une attitude d'utilisation. Je vais utiliser la nature pour mon propre besoin, pour me faire plaisir. À l'inverse, on a l'attitude de fusion, qui est en fait un stade affectif où une personne va se sentir en symbiose totale et en sensibilisation extrême avec la nature, mais cela va être tellement extrême qu'en fait, la personne, elle va ressentir de la culpabilisation et en fait, elle va développer ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Et donc ça, c'est Madame Gottsman qui a développé ça, notamment chez les adolescents qui deviennent de plus en plus anxieux. Et il y a même eu du coup des chiffres où les adolescents partent de plus en plus en dépression et il y a un taux de suicide qui augmente. Et donc en fait, cette attitude de fusion, elle serait vraiment très complexe émotionnellement en fait à gérer du coup chez certains adolescents qui sont en quête de leur identité. Et entre ça, si on se place au niveau de l'écocentrisme, on peut voir qu'il y a une attitude d'apparentement. L'attitude d'apparentement, c'est le fait d'avoir autant d'applications affectives pour les humains et autant d'applications affectives pour l'homme. Qu'en fait, c'est un petit peu un 50-50 au niveau des émotions que je vais pouvoir placer au niveau des problèmes humains et au niveau des problèmes d'ordre naturel. Et il est intéressant de faire développer cette attitude d'apparentement parce qu'en fait, lorsqu'elle n'est pas correctement développée, elle est remplacée par l'une des deux autres qui deviennent du coup principales. Et si on développe l'une des deux autres, le rapport homme-nature ne serait donc pas optimal selon Bogner en 2009.
Donc du coup, avec toutes ces petites définitions que je viens de vous donner maintenant, je vous remets deux autres photos. Là, on a deux élèves. On a Homer qui est en train d'écrire en utilisant du coup un rondin de bois comme feuille. Et là, on a Ilyes qui a un bâton dans sa main et qui essaye de chasser les mouches. Est-ce que ça, finalement, c'est plutôt une attitude en faveur ou en défaveur de l'environnement? À côté de ça, on a deux élèves qui sont en train de découvrir le plantain et qui l'utilisent du coup pour apaiser les brûlures ou les piqûres d'ortie. Est-ce que c'est une attitude en faveur ou en défaveur de l'environnement? Est-ce qu'on est en train d'apprécier la nature ou est-ce qu'on est en train de l'utiliser? Donc finalement, avec tout ça, euh, on comprend qu'il faudrait s'écarter de deux éthiques environnementales. La première, c'est s'écarter de l'anthropocentrisme, notamment parce que c'est un mode de pensée qu'on a naturellement, donc c'est un mode de pensée par défaut, et qui est très ancré dès l'enfance, ça a été démontré par Kahn. Donc il faudrait naturellement s'échapper de ça. Et il faudrait aussi éviter d'aller vers le biocentrisme parce que, comme je vous l'ai expliqué avec l'éco-anxiété, bah, c'est émotionnellement trop lourd pour les enfants, émotionnellement trop lourd pour les adolescents. Et donc, ça amène vraiment en fait, à finalement une dépression. Donc, on a choisi pour ce programme d'essayer de développer plutôt ce qui était l'écocentrisme, où je vous rappelle, c'est mettre émotionnellement 50% d'affect au niveau des humains, 50% d'affect au niveau de la nature. Suite à ça, moi, je me suis posé comme question, OK, dans la sphère scolaire, en EPS, qu'est-ce qui a déjà été mis en place? Et en fait, j'ai remarqué que ce qui a été mis en place, bah, en fait, ça n'allait pas vers l'écocentrisme, mais ça tendait soit vers l'anthropocentrisme ou soit vers le biocentrisme. Et que finalement, il y a des choses qui sont mises en place, mais qu'elles n'amènent pas forcément les élèves à développer la bonne éthique. Par exemple, si on prend une pratique en EPS, la pratique de l'escalade, la plupart du temps, on réalise de l'escalade sur des structures artificielles d'escalade. Donc en fait, les élèves ne vont pas en pleine nature. La course d'orientation, pareil, on n'emmène plus forcément les élèves faire de la course d'orientation dans les forêts ou dans les champs, et la course d'orientation se réalise dans les cours de récréation où les élèves sont amenés à prendre les éléments remarquables sur le banc à droite ou la poubelle à gauche, et plus sur des éléments qui sont naturels. Donc en fait, on arrive vraiment à standardiser, à standardiser en fait les environnements qui n'ont plus du tout rien de naturel, et ça, les enfants, bah, après, ils n'arrivent plus trop à faire la différence, finalement, et c'est ce que j'ai pu voir aussi dans le programme que je vous expliquerai après. On peut aussi voir qu'il y a des actions écologiques qui sont mises en place par l'éducation nationale. Cependant, aucune de ces 6 actions écologiques n'est de l'ordre de l'expérience immersive. Donc, comment est-ce qu'on peut développer une attitude pro-environnementale, une éthique pro-environnementale si les élèves ne sont pas au contact de la nature? Et donc ça amène au fait que les élèves, ils ont un vécu émotionnel et intellectuel qui est absent et qui ne les amène pas en fait forcément à réfléchir sur quelle est ma place par rapport à cette communauté biotique. D'où l'intérêt, du coup, d'avoir proposé un programme éducatif qui s'intitule Écolocoto, qui a été réalisé et créé par Marlène Bouillat, qui a été proposé pour une classe de CM2 qui était très défavorisée au niveau des classes socio-professionnelles. Ça s'est déroulé à l'école Louis Pergaud, donc à Mulhouse, dans le quartier des Coteaux, qui est un quartier très défavorisé. Ça s'est passé sur une année scolaire. Et c'était donc un programme immersif dans la nature. L'objectif du programme, c'était pour les élèves d'apprendre à mieux apprécier et protéger la nature pour ce qu'elle est. Et moi, mon objectif en tant que chercheuse, c'était de mesurer l'effet de ce programme sur le développement des attitudes écocentriques. Donc, est-ce que ce programme, qui a été suivi par une classe d'élèves par rapport à une autre classe d'élèves qui n'a pas suivi le programme, est-ce que oui ou non, ça a permis de développer une éthique écocentrique des programmes en faveur de l'environnement? Donc concrètement, le programme, il s'est déroulé, il a mixé en fait deux parties. On a fait un choix au niveau des sports de plein air, qui a été de permettre aux élèves d'apprendre à faire du VTT.
Donc là, on les voit par exemple sur un sentier. Et l'objectif, c'était vraiment de les faire devenir experts de cette pratique, car selon Breimer et Gray, bah, en fait, ce sont les experts d'une pratique de sport de plein air qui en fait ne sont pas dans une attitude de domination avec la nature, mais qui sont vraiment dans une attitude d'appréciation. Donc c'est pour ça que c'était vraiment important en fait de faire ce VTT sur toute la durée du programme et vraiment de les faire devenir experts et pas simplement d'avoir des élèves qui sont amateurs et consommateurs tout simplement de cette pratique. Par contre, ça demandait du temps de leur apprendre à faire du VTT. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce programme sur toute une année scolaire. Et la condition pour que ça marchait, c'est qu'il fallait que ce programme soit fait de manière régulière. C'est pour ça que ce programme, il a été mis en place tous les lundis, soit sur la matinée ou soit sur la journée entière. Mais donc voilà, c'était à des fréquences très régulières. Et ce sport de plein air, il a été combiné au concept scandinave des forest schools, qui est le fait de faire tout simplement école dans la nature. Donc, si on combinait les deux, ça veut dire qu'avec le VTT, on était avec les élèves, on allait dans la forêt, on se posait et on allait faire par exemple un cours de français. On reprenait le VTT, on allait à un autre endroit et on faisait par exemple un cours de mathématiques. L'objectif, c'était vraiment d'emmener les élèves dans la nature qui est vraiment naturelle, selon Ingold en 2011, pour réaliser du coup les compétences scolaires. Mais la condition pour que cela fonctionne, c'est qu'il faut un attachement et une connexion au milieu naturel. Donc voilà un petit peu des petites photos de ce qu'on a pu réaliser pendant le programme. Donc on est une fois allé au moulin de Lutterbach où on a pu où les élèves ont découvert les jumelles. Certains n'en avaient jamais tenu dans la main. Ils ont pu découvrir des petits oiseaux. Il faut savoir qu'il y avait des oiseaux qu'ils ne connaissaient absolument pas. Par exemple, je me souviens d'une élève qui m'a dit qu'elle n'avait jamais vu de cigogne. Parce qu'une fois, il y a une cigogne qui est passée et ils étaient vraiment émerveillés. C'était des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Donc, est-ce que utiliser des jumelles pour observer des oiseaux, est-ce que c'est une attitude en faveur ou en défaveur de l'environnement? Est-ce que ça leur a permis de plus apprécier? On essaiera d'y répondre après. On a aussi construit un nichoir. Là, on voit un élève en bas à droite qui a appris à utiliser un couteau pour tailler un morceau de bois. Est-ce que c'est plutôt une attitude en faveur ou en défaveur de l'environnement? On a roulé dans différents sentiers. On a fait des pentes plus ou moins raides. On a roulé sur des sentiers plus ou moins étroits. Est-ce que c'est des attitudes en faveur ou en défaveur de l'environnement? Est-ce que les élèves, grâce à ça, ils ont réussi à développer des attitudes plus ou moins pro-environnementales? Ça, c'est un schéma pour vous expliquer un petit peu comment moi j'ai analysé, du coup, si oui ou non ce programme il a fonctionné au niveau de mon objet d'étude. Il faut savoir que j'ai fait deux études combinées. Une première qui a été d'ordre quantitatif, où en fait, au début de l'année, je leur ai posé un questionnaire qui leur a donné un score. Et à la fin de l'année, on a fait exactement le même questionnaire et l'objectif, c'était de comparer en fait s'il y avait une différence entre ces scores. Ça, c'était pour la partie quantitative. J'expliquerai un tout petit peu plus précisément après. Et pour la partie qualitative, j'ai filmé les leçons à vélo et les leçons dans le Forest School pour 3 élèves sélectionnés. Et j'ai fait des entretiens d'autoconfrontation. Pareil, je vous expliquerai juste après ce que c'est. Où l'objectif, ça a vraiment été de voir comment ces 3 élèves, ils ont vécu le programme. Qu'est-ce que ça a changé chez eux en termes d'éthique environnementale? Qu'est-ce que ça a changé chez eux en termes de comportement? Donc ça, c'est le questionnaire au niveau quantitatif. Donc c'est un questionnaire qu'on leur a posé, qui a été créé par Bogner en 2018, et il permet en fait d'avoir un score d'attitude environnementale. Les élèves, ils se sont placés sur une échelle de Likert au niveau de 3 dimensions. La dimension appréciation de la nature, la dimension utilisation de la nature et la dimension préservation. En fonction de leur réponse sur l'échelle de Likert, par exemple, si on prend notre élève Ilyes
qui est la deuxième ligne en haut de notre tableau, bah, on peut voir qu'il a un score total d'appréciation de 8, un score d'utilisation de 18 et un score de préservation de 20. Le calcul qu'on a fait, c'est qu'on a additionné la dimension appréciation et la dimension préservation, qui sont plutôt des dimensions écocentriques, si vous avez bien suivi tout ce que j'ai dit depuis le début. Et on a soustrait par la dimension qui était plutôt anthropocentrique, donc la dimension utilisation. Donc notre élève Iliès, il a un score total de 10 points. Plus on se rapproche de 0, plus ça veut dire qu'on est anthropocentrique. Plus notre score est élevé, plus ça veut dire qu'on est écocentrique. Ce test, ça m'a permis de sélectionner du coup mes trois acteurs. Donc un profil qui était plutôt anthropocentrique, Iliès, un profil qui était plutôt écocentrique, Maya, et un profil qui était plutôt neutre, Omer. Que j'ai suivi ces 3 élèves au niveau de mon analyse qualitative. Comme je vous l'ai expliqué, l'objectif c'était de voir comment ces 3 élèves de profils éthiques différents, comment est-ce qu'ils ont vécu du coup le programme. L'objectif, c'était de réaliser des entretiens d'autoconfrontation. Les entretiens d'autoconfrontation, ce sont des entretiens où les élèves sont confrontés à des images de leur activité. C'est-à-dire que je les ai filmés. Je suis revenue 1 ou 2 jours après, leur remontrer ces images de eux en train de pratiquer du vélo ou eux en train de pratiquer du forest school. Et en faisant ça, en fait, je les ai placés en conscience pré-réflexive. La conscience pré-réflexive, c'est le fait de réaliser une action, mais avant la réflexion, en fait. L'objectif, par les entretiens d'autoconfrontation, c'était vraiment de savoir comment l'action s'est déroulée et pas pourquoi tu as réalisé cette action. Et donc ça, c'était vraiment très important parce que l'objectif, c'est vraiment de comprendre, psychologiquement parlant, bah, comment en fait les élèves ils ont développé et comment ils ont fait cette action et pas pourquoi ils ont fait cette action, si jamais il y a eu des actions particulières au niveau des vidéos, au niveau de leur réaction par rapport à l'environnement. Au niveau des résultats, sur la partie quantitative, donc au niveau du questionnaire, on remarque qu'il n'y a pas eu d'effet temps. Ça veut dire que entre le début du programme et la fin du programme, les élèves de la classe test qui ont réalisé du coup le programme Écolo-Coto n'ont pas modifié leur score. Donc le programme n'a pas eu d'effet entre le début et la fin. On remarque également que par rapport à la classe qui n'a pas effectué le programme, qu'il n'y a pas eu de résultats aussi de changement à ce niveau-là. En tout cas, les évolutions n'ont pas été quantitatives. Pour les dimensions écocentrées, donc on peut voir sur le diagramme de droite, entre la classe contrôle qui n'a pas fait le programme et la classe test qui a réalisé le programme, qu'il n'y a pas de différence en fait entre ces 2 classes pour les dimensions appréciation de la nature et les dimensions préservation de la nature. Par contre, au niveau des résultats qualitatifs, on a eu des résultats qui étaient un petit peu plus nuancés. C'est-à-dire qu'on a eu des résultats à la fois négatifs, donc on a observé des attitudes en défaveur de l'environnement, mais on a aussi eu des résultats qui étaient plutôt positifs, donc ça veut dire qu'on a observé des attitudes qui étaient plutôt en faveur de l'environnement. Je vais d'abord vous présenter les résultats positifs. Donc, on a observé chez des élèves qu'ils avaient des attitudes de protection. Ils avaient compris que la nature, elle était vivante, parce que ce n'était pas forcément quelque chose qu'ils savaient, qu'elle était fragile et qu'elle était belle. Donc, par exemple, au niveau de leurs actions, on a vu que certains, ils ont construit des nichoirs, ils ont appris à ne pas arracher les branches, ils ont appris à ne pas jeter les déchets à la poubelle. Certains, c'était des choses qui étaient totalement naturelles pour eux. Pour d'autres, ça a vraiment été des apprentissages qui étaient nouveaux. Et avec ces apprentissages-là, ces actions-là qu'on a pu observer, on a pu questionner en fait ce qui était important pour eux dans ces actions. Et donc, on peut voir que notre profil éco-centré, il disait que c'était important de ne pas écraser les bêtes. Notre profil neutre, il disait que les plantes, elles n'ont rien fait, donc il faut les protéger, elles sont fragiles. Et notre profil anthropocentré, il disait il faut éviter de casser les arbres. Certains allaient même plus loin et
et allait même personnifier en fait les éléments naturels. Il disait, bah, je vais pas aller arracher la branche d'un arbre parce que moi, c'est comme si on m'arrachait un bras. Donc ça, c'était vraiment très très bien d'observer ce genre d'éléments chez ces enfants. Et ça, c'est venu au fur et à mesure du programme. Donc de manière générale, on a une attitude qui est devenue de plus en plus protectrice au fur et à mesure du programme. Ça s'est vu notamment chez notre profil écocentré, euh, qui au début ne voulait même pas toucher des éléments naturels parce qu'elle trouvait que c'était sale, elle voulait pas se salir les mains. Elle trouvait que c'était vraiment hostile. Et au fur et à mesure, en fait, elle est allée vers la nature. Elle s'est de plus en plus approchée. Elle a voulu aller au contact avec elle. Et en allant au contact avec elle, elle savait et elle voulait ne pas leur faire de mal. Donc, par exemple, si on prend cet élève-là en particulier, au niveau de son score de préservation de la nature, elle a augmenté son score. Pour notre profil neutre, bah, il nous dit clairement que lui, il avait déjà conscience de beaucoup de choses au niveau de la nature et de sa préservation, et que c'était vraiment quelque chose qui était ancré en lui, parce que des fois, il avait fait des petites bêtises, il avait arraché, par exemple, la branche d'un arbre, et sa maman ou un ami lui avait dit que c'était pas bien, parce que c'était comme si on t'arrachait un bras, et donc il a dit, et c'est ancré en moi, et maintenant je le fais plus, et j'ai compris, et je le dis aux autres, je le dis à mes camarades, parce que quand ils le font, quand ils arrachent les branches d'un arbre, bah, c'est pas bien, et je veux qu'ils arrêtent de le faire. Donc pareil, cet élève-là, avec le programme, au niveau de son score de préservation de la nature, bah, il est passé de 21 points au début du programme à 27 points à la fin du programme, ce qui est une grosse amélioration. Par contre, on a des résultats un petit peu plus nuancés pour notre profil anthropocentré, qui, lui, en fait, au niveau de ses connaissances culturelles, un ancrage culturel très fort, notamment avec sa maman qui disait bah, quand il y a une mouche, il faut que tu la tues parce qu'elle dérange. Et donc, du coup, quand on était dans la nature, bah, toutes les petites bestioles qui étaient présentes. Donc, c'est l'élève qu'on voit notamment avec le bâton. Donc, je vous ai dit qu'il essayait de chasser les mouches. Bah, du coup, bah, lui, il fait ça parce que bah, quand les mouches, elles sont là, elles me provoquent, bah, je les tape. Pourquoi tu fais ça? Bah, c'est ma mère qui m'a dit de le faire. J'ai l'habitude de le faire à la maison, donc je le fais. Et donc ça, au niveau du programme, malgré le fait de discuter avec lui, il n'y a pas vraiment eu de changement en termes quantitatifs. Son score entre le début et à la fin du programme, c'est resté de 20 points au niveau de la préservation de la nature et au niveau de l'appréciation de la nature. On passe à présent aux attitudes un petit peu plus en défaveur de l'environnement qu'on a pu observer au fur et à mesure de notre programme. Au fur et à mesure de notre programme, en fait, on a des élèves qui, en s'approchant de plus en plus de la nature, mais en fait, on a remarqué qu'ils nous disaient que la nature, en fait, les contraignait dans leur action. Ils avaient l'impression d'être embêtés par elle. Et ils disaient aussi que c'était une nature qui était hostile et qui était sale. Par exemple, si je prends mon élève écocentré, bah, il y avait des éléments naturels qu'elle ne voulait pas toucher parce qu'elle disait qu'il y avait de la bave de crapaud. La bave de crapaud, c'est dégueulasse et j'ai pas envie de me salir les mains. Ou alors ça me fait peur, je suis angoissée. Et donc, du coup, on arrivait à un abandon de l'activité. J'arrive plus à enlever parce que elle dit j'arrivais plus à enlever la peau. Donc elle parle de l'écorce d'un bâton, ce qui devait enlever l'écorce d'un bâton. Et en fait, elle a arrêté l'activité parce qu'il y avait les nœuds sur ce bâton qui la dérangeaient. Et elle disait bah ça n'a rien à faire là, ça me dérange, ça m'embête, ça contraint mon action. Du coup, j'abandonne. Donc elle, au niveau de son score d'appréciation de la nature, bah, le programme, il l'a pas aidé à davantage apprécier. Au contraire, elle s'est un petit peu plus écartée et elle considère vraiment la nature comme hostile et son score d'appréciation de la nature, il a diminué. Notre profil neutre, au fur et à mesure, il a considéré la nature comme un obstacle. Il disait qu'il y avait de plus en plus de choses qui le gênaient, qui le bloquaient, par exemple dans sa progression au niveau du vélo. Il y a notamment une séquence vidéo où on le voit faire un slalom sur des pierres, entre des pierres, alors qu'il n'y avait pas forcément d'exercice particulier. Et donc, en fait, il disait, bah, les pierres, c'est un obstacle pour moi, mais c'est aussi un jeu. Donc là, elles étaient disposées comme ça et j'ai décidé de faire un slalom. Ok. Donc, lui, il a plutôt une posture défensive où il essaye vraiment d'éviter.
parce qu'il a décidé de calculer tous les objets comme si c'était un obstacle, parce que quand il était petit, bah, il s'est fait mal sur un caillou. Donc l'objectif maintenant, c'est d'éviter tous les cailloux et donc de faire des slaloms avec le vélo. Et donc cet élève-là, il a également diminué son score d'appréciation de la nature. Il est passé de 26 points au début du programme en termes d'appréciation à 16 points à la fin du programme et il considère vraiment la nature comme un obstacle. Notre profil anthropocentré, lui, il est allé de plus en plus vers l'appréciation de la nature. Donc, on le voit, il est passé de 8 points à 31 points. Donc, c'est un élève qu'on a vraiment réussi en fait à accrocher à la nature. Mais il a tellement accroché à la nature qu'il qu'il l'a utilisé vraiment comme un terrain de jeu. Et donc, du coup, il utilisait les flaques d'eau pour éclabousser les copains. Quand il y avait des morceaux de bois par terre, bah, du coup, il roulait dessus parce qu'il disait que, il va tout écraser pour faire du bruit. Et donc, du coup, ça l'amusait. Donc, lui, il a vraiment considéré la nature comme étant un terrain de jeu. Si je résume un petit peu les résultats de mon étude, au niveau quantitatif, il n'y a pas eu d'effet temps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration entre le début du programme et la fin du programme et que les élèves, en fait, n'ont pas amélioré leur score au niveau du questionnaire. On a également vu qu'il n'y a pas d'effet sexe, donc c'est pas parce qu'on est une fille ou un garçon que je vais améliorer, que le programme a eu plus d'effet sur moi. Et il n'y a pas eu de différence entre la classe témoin, la classe qui n'a pas participé, et la classe test, la classe qui a participé au programme. Par contre, au niveau qualitatif, on a pu voir qu'il y a eu des changements au niveau des attitudes, qu'il y a quand même des scores, si on prend mes 3 élèves en particulier, qui se sont tout de même améliorés. Et quand on discute avec eux, on voit que ça a vraiment changé quelque chose au niveau de leur perception de l'environnement, au niveau de leur référentiel, et qu'ils ont quand même développé des connaissances concernant à cet élément naturel. Donc, si on résume quantitativement, euh, l'étude n'a pas permis aux élèves de développer une posture éthique. Par contre, qualitativement, ça a amorcé quelque chose, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose d'un point de vue psychologique chez ces élèves. Toutefois, cela n'a pas été assez suffisant pour que les résultats quantitatifs, en fait, apparaissent au niveau de notre questionnaire. Cela peut s'expliquer notamment à cause d'un effet temps. Il faut savoir qu'on a eu un retard temporel dans notre programme, c'est-à-dire que les élèves, ils ont dû apprendre à faire du vélo et pour pouvoir aller dans la nature, sauf que en fait, on a mis beaucoup de temps à leur apprendre à faire du vélo et on a eu un retard d'à peu près un mois et demi. Donc ça a décalé en fait finalement tout le programme. Et donc ce qui fait que les élèves étaient pas suffisamment ou pas assez tôt dans le programme, dans la nature vraiment naturelle. Et donc ils sont restés principalement au début du programme à rouler dans la cour de récréation ou en bas enfin, dans leur quartier. Il y a peut-être aussi eu un effet pédagogique qui peut expliquer du coup ce manque de résultats quantitatifs et le fait que les résultats qualitatifs n'aient pas été assez importants pour impacter les résultats quantitatifs. En effet, au niveau du VTT, on peut se questionner sur les contenus qui ont été mis en place. Par exemple, les élèves, ils devaient souvent réaliser des défis, monter le plus haut possible ou faire la course. Mais du coup, en faisant ça, bah, on les amenait peut-être en fait à utiliser la nature comme un terrain de jeu. Et il a été démontré dans la littérature que on peut utiliser les APPN, les sports de plein air, pour développer des attitudes pro-environnementales, mais à condition que les contenus d'enseignement sont en lien avec la conscience écologique. Et là, ça n'a pas forcément été le cas en plaçant le VTT comme un moyen de se mettre au défi. Au niveau des forest schools, on peut questionner aussi le manque de contenu, par exemple le manque d'explication aux élèves. Par exemple, il y a une fois où ils ont appris à utiliser, ils devaient utiliser un couteau pour apprendre à tailler un bâton. Et donc nous, on leur a dit d'aller ramasser les bâtons qui sont par terre et de ne pas aller de ne pas aller arracher les branches des arbres. Mais on leur a simplement dit ça.
Il y a certains élèves qui, pour eux, c'était totalement naturel d'aller ramasser déjà des bâtons qui étaient morts au sol et de ne pas aller arracher des branches vivantes aux arbres. Mais il y avait des élèves pour qui, en fait, ils ne comprenaient pas. Et donc, ils sont venus nous questionner pourquoi il ne faut pas faire ça. Et en fait, il y a peut-être eu un manque de contenu à ce niveau-là parce qu'on leur disait on leur disait des choses à proscrire, à ne pas faire, mais on leur expliquait pas les raisons. On leur expliquait pas que le bâton qui était au sol, il était déjà mort. On leur expliquait pas que la branche qui a encore accroché à l'arbre, là, elle est vivante. Si je vous remets l'image du tout début où l'élève, elle essaye de faire repousser un bâton, en fait, l'élève, elle n'avait pas conscience que le bâton, il était mort et que si elle pensait qu'en le replantant dans le sol, qu'il allait pouvoir repousser. Donc ça partait d'une bonne conscience pour elle, mais elle n'avait pas cette notion de qu'est-ce qui est mort et de qu'est-ce qui est vivant dans la nature. Donc il y a peut-être eu un manque d'explication à ce niveau-là. Et au niveau des forest schools, on a peut-être aussi accentué le fait que la nature, c'était quelque chose d'hostile. Il y a eu un exercice qu'ils devaient faire, où ils devaient rédiger une lettre, comme s'ils étaient un soldat de la Première Guerre mondiale. Et l'objectif, c'était que cette lettre, ça soit le plus réaliste possible, comme si c'était dans les tranchées. Donc, dans les tranchées, c'est quelque chose qui était sale. Donc, les élèves devaient utiliser la nature, devaient prendre de la terre, chiffonner et mettre des éléments naturels sur la feuille, pour salir la feuille, pour que ça soit le plus représentatif possible de la Première Guerre mondiale. Et donc, du coup, en fait, en faisant ça, ils ont utilisé la nature pour salir. Donc ça a encore plus accentué la représentation de la nature. C'est quelque chose d'hostile, c'est quelque chose qui est sale, c'est quelque chose que, en fait, si je m'assois sans protection, ça va me salir. Donc je dis pas qu'il faut pas utiliser ni le forest school, ni utiliser les sports de pleine nature, au contraire, parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont démontré des impacts favorables par rapport à ça. Par contre, on peut se questionner sur la manière d'utiliser ces deux éléments. Au niveau des forest schools, davantage expliquer le pourquoi on fait ces attitudes-là, pourquoi il faut avoir ces comportements-là. Et au niveau des sports de pleine nature, davantage éviter les défis pour éviter d'avoir cette confrontation du coup à l'environnement naturel. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Anaëlle. C'était une expérimentation en fait de faire déjà d'appliquer, de pouvoir mesurer en fait, de trouver la méthode pour pouvoir aller chercher quelles compétences et même questionner est-ce que c'est possible en fait toute cette question du fond est-ce que on peut mesurer si c'est avantageux ou désavantageux. Moi j'avais une petite question, est-ce que toi personnellement tu as un peu une conclusion à ça, est-ce que leurs actions étaient en fait en faveur de l'environnement ou pas en faveur de l'environnement, est-ce que tu as eu un moment de pouvoir prendre un peu de recul à ça et faire une analyse Globalement, pour moi, le programme, de la manière dont il a été construit, il permettait réellement aux élèves de développer une éthique écocentrique et de développer des attitudes en faveur de l'environnement. Et c'est ce que j'ai vraiment pu constater chez les élèves. Mais comme je l'ai dit, cela n'a pas forcément été... En fait, ils ont développé des attitudes, mais celles-ci ne sont pas forcément ancrées en eux. Et ils ne les ont pas forcément mémorisées. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de résultats quantitatifs. Parce qu'ils n'ont pas forcément peut-être eu assez de répétitions, assez d'expériences dans la nature vraiment naturelle. Et donc c'est pour ça que ce sont des attitudes qui... Ils ont eu des petites expériences. Ces attitudes, elles étaient présentes, mais pas assez pour qu'elles soient ancrées en eux. Donc pour moi, oui, le programme, il peut répondre, mais il faudrait le faire sur une temporalité sans doute un petit peu plus longue. Peut-être plusieurs fois aussi dans la semaine. Là, on était seulement sur les lundis matins, et certains lundis, c'était sur toute la journée. Même si c'était de manière très régulière, peut-être qu'il faudrait le faire davantage. Mais après, ça reste compliqué au niveau logistique et peut-être à mettre en place au niveau de l'éducation nationale. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires dans la salle ? J'aimerais savoir, est-ce que ces enfants avaient eu une expérience de nature dans les plus petites classes, notamment maternelles ?
Est-ce que vous avez pu savoir, Anaëlle? Alors, de manière très honnête, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas du tout. Par contre, Marlène Bouillard, qui est ici présente, peut peut-être répondre. Moi, j'avais fait passer des questionnaires sur leur point de départ aussi. Ouais. Genre, est-ce qu'ils avaient d'autres activités en dehors de l'école? Est-ce qu'ils faisaient en dehors? Est-ce qu'ils travaillaient dans leur chambre seuls ou pas, etc. Et non. Il y avait vraiment presque rien en dehors de l'école. Et les activités en dehors, c'était sortir sur un banc avec les copains. Et ils regardaient pas. J'avais posé la question, est-ce que vous regardez des documentaires Arte sur l'animalier, par exemple? Et non. Et du coup, par rapport aux résultats, on a après monté un projet où on sensibilise les mamans à l'apprentissage du vélo. On l'avait déjà fait dans les quartiers, mais pas ici. Et ce qui leur permet de peut-être avoir aussi l'appui des parents par la suite. Et ça s'est vraiment vu, ce que Marine vient de vous répondre, ça s'est vraiment vu au niveau des entretiens que j'ai pu mener avec eux et même des réactions que j'ai pu voir au niveau des sorties à vélo. Par exemple, il y en a qui n'avaient jamais vu de cigognes de leur vie. Voilà. Il y en a d'autres qui s'étaient, quand on est allé dans la forêt pour la première fois, pour écrire la lettre, ils ne voulaient pas justement s'asseoir par terre. Parce qu'ils avaient jamais vu, ils ne savaient pas ce que c'était des copeaux de bois, ils ne savaient pas si ça allait salir ou quoi. Donc ils n'avaient vraiment pas d'expérience en fait au niveau de la nature. Ils descendaient de leur immeuble et ils allaient dans le square en bas de chez eux. Mais en fait, ils n'avaient même pas conscience que si on faisait 5 minutes de vélo de ce côté-là, on traversait l'autoroute et en fait, il y avait un champ de colza et qu'après, on était dans les champs et on était dans la nature. Ça, ils n'en avaient pas conscience, ils restaient vraiment enfermés du coup, dans le petit quartier des coteaux. Il y avait une autre question. Oui, moi j'étais étonnée. À un moment donné, vous disiez que dans la catégorie de la fusion avec la nature, il y a beaucoup d'adolescents qui sont dans ce cas-là, ou de jeunes que vous avez rencontrés. La fusion de la nature, je disais du coup que c'était quelque chose à ne pas forcément essayer de développer parce que en fait, émotionnellement parlant, du coup, c'était trop lourd pour les élèves. Et donc, du coup, effectivement, j'ai pas forcément de chiffres, mais je sais que Léa Glucksmann a montré que ça avait augmenté en fait la dépression, du coup, notamment chez les adolescents. Après, chez les élèves de CM2, donc qui avaient entre 9 ans et 10 ans, là, j'ai pas forcément de chiffres ou d'impact sur cette fusion-là. Mais l'objectif, c'est quand même de s'en détacher, entre guillemets, le plus possible pour éviter une dépression le plus tôt possible chez les élèves. Dans cette classe-là, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dans ce cas-là. Non. Moi, je voudrais juste avoir... D'abord, c'est vrai que ces enfants socialement défavorisés, par le bas de l'escalier, ils connaissent rien. Hein. Ça, c'est clair que... C'est ça. Mais je voulais savoir quel terme on pourrait employer quand on parle de milieu hostile. Parce que, bon, moi qui viens de la montagne est un milieu hostile. C'est ce que disent les guides de montagne. Parce que sinon, les gens, ils partent en basket sur les glaciers, quoi. Ils ont pas... Donc, c'est peut-être le terme de hostile qui ne convient pas. Mais il faut bien trouver un terme pour dire que la montagne est plus grande que nous. On ne peut pas y faire n'importe quoi. Je ne sais pas quel terme il faut trouver. Parce que c'est vrai que c'est quand même... ça, dans le sens où on se met quelquefois en danger, c'est un petit peu hostile, quoi. Donc, je ne sais pas comment il faut mettre et dire. C'est clair que c'est quelque chose qui questionne ce terme-là. Et là, on l'a utilisé plutôt parce que les élèves, ils avaient peur. Ils avaient peur de l'inconnu, ils avaient peur d'aller au contact. Certains, ils ne voulaient même vraiment pas toucher, ils ne voulaient pas s'asseoir par terre. Même si c'était de l'herbe, ils disaient certains n'avaient jamais été réellement assis sur de la vraie herbe. Oui, ça, c'est pas hostile, ça. Mais eux, ils avaient peur de ça. Donc à partir du moment où on a potentiellement peur de quelque chose, du coup on peut quand même le considérer du coup comme hostile, comme quelque chose de dangereux qui pouvait les atteindre. Du coup c'est pour ça qu'on a utilisé ce terme hostile, même si effectivement il n'y avait pas de vrai danger pour eux. Pour répondre au ministère des Sports, on nous incite maintenant à faire un développement. On appelle ça le développement maîtrisé des sports de nature. C'est le terme maîtrisé. D'accord.
Juste pratiquement sur la question du rapport aux salles. Donc, je travaille dans une association d'éducation et d'environnement qui intervient sur ce même quartier et dans la même école. Et on s'est rendu compte que la saleté dans ces quartiers, c'est aussi considéré comme un stigmate de pauvreté. Il y a la peur du contact, il y a toutes les appréhensions liées à la méconnaissance, mais c'est aussi la peur de ce que je vais renvoyer comme image de retour dans la rue, dans le quartier, à la maison, avec des vêtements sales. Donc ça c'est quelque chose qu'on a appris aussi et qu'il faut aussi contribuer, je pense, à déconstruire avec le temps. Ça, c'était un premier point. Un autre en lien avec ce qu'on voyait ce matin sur les savoirs d'expérience. Ces enfants qui, de prime abord, n'ont pas d'expérience de nature. Il faut savoir que le quartier des Coteaux, c'est un quartier qui est très vert, très végétalisé. Les gamins sont capables de cartographier tous les arbres fruitiers. Et ils connaissent parfaitement la période de récolte des fruits. Donc, toutes les prunes sauvages, les cerises, ils les connaissent. Ils savent où sont les arbres et ils savent quand aller les cueillir. Et ils ont un vrai plaisir à aller procéder à ces cueillettes-là aussi. Voilà. Et après, un dernier petit point sur la difficulté de l'exercice, et merci de l'avoir présenté, mais d'évaluer ce qui va rester du lien à la nature à travers ces programmes-là. En fait, c'est avec les années qu'on mesure les choses, et je partage ça parce que c'est dans l'association de travail, on a un club nature dans le même quartier des Coteaux tous les mercredis après-midi. J'ai des collègues qui interviennent depuis des années, et cette année, on a accueilli les éco-délégués du collège de ce même quartier. Et puis j'ai ma collègue qui vient qui me dit « Mais tu sais qui c'est les éco-délégués ? C'est les anciens du club nature. » Et je ne serais pas étonné que les gamins qui ont participé à ce dispositif-là, il y en ait l'un ou l'autre qui soient devenus éco-délégués aussi. Mais voilà, est-ce qu'on peut mesurer à la fin de l'année scolaire ? Je pense qu'après, il y a le temps long qui fera certainement se révéler d'autres bénéfices à la population.